Parce que oui, parce que est-ce qu'il n'y aura pas comment dire, un risque aussi de dérapage au niveau de la France elle-même, où des gens ils profiteraient de ce système pour s'enrichir eux-mêmes à l'étranger en allant chercher les produits dans les magasins, les revendant ailleurs. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi s'enrichir? Ça n'a aucun sens. Ouais, parce que la monnaie serait inutilisable en France, du coup, pour le Oui. coup. Ils vivraient sur les frontières, quoi, peut-être. Non, mais d'abord- Je vais dévaliser Non, un mais- magasin non, français, mais- puis je vais tout non, revendre en tu peux très Suisse. bien avoir non, les mais- réfugiés compactent en mais Suisse. après, ça dépend aussi de. Ouais, en même temps, si les pays étrangers. Non, mais déjà, tu peux avoir des lois en France qui l'interdisent. Hein. Déjà, d'une part, Ouais. le mec se fait gauler, terminé, il n'est plus citoyen, il est tout perdu. Hein. Parce que là, dans ce système-là, t'es pas citoyen, t'es plus rien. Quoi. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Tu as le droit d'avoir un lopin de terre pour cultiver tes carottes. Mais je suis pas sûr que le mec, entre être citoyen et cultiver ses carottes tout seul dans son coin, Oui, il parce que préfère pas être citoyen, c'est un quoi. statut suprême. Alors on peut perdre aussi, tu dis, ce statut. Est-ce qu'on peut le perdre aussi de façon pénale Oui, évidemment. Non, mais D'ailleurs, c'est d'où l'absurdité du débat qu'on peut avoir aujourd'hui sur les détenus. Un détenu n'est plus citoyen. Et évidemment, il n'a pas le droit de vote. On ne peut pas être citoyen quand on est privé des droits du citoyen, par définition. Des droits et des devoirs. Quand on est en prison, les devoirs, on ne les remplit pas trop. Quoi. Parce que alors, justement, les devoirs du citoyen, parce que ça, c'est la notion très importante. Les devoirs, donc pour toi, c'est d'assurer donc un minimum de temps à la collectivité, c'est ça? Alors, comment ça se définit? Je dis, devoir, ouais. déjà, le premier devoir du citoyen, en théorie, c'est de défendre la cité. Parce que l'origine de la société, c'est l'instinct de conservation. On est en société pour garantir notre survie. Bon, après, quand une société est importante, elle n'a pas besoin de garantir sa survie tous les jours. Ouais. Donc c'est un devoir qu'on remplit qu'occasionnellement. Donc le premier devoir au quotidien, c'est de participer à la vie de la cité. Je dis bien participer, ça ne veut pas dire travailler. Le travail est une forme de participation. C'est pour ça que participer, c'est beaucoup plus large. Pour ça, tout à l'heure, je parlais par exemple des femmes au foyer. C'est pas femme au foyer toute seule avec son chat. Hein. C'est femme au foyer avec des enfants, avec certaines. Après, c'est des lois. Dans certaines conditions, on a le droit de rester au foyer quand on a un conjoint. Après, c'est les lois de ce système-là. Il faudra tout redéfinir, quoi, toutes les lois après quand même. Ah ben, Ouais, pour le coup, ouais. En même temps, si on veut rien définir, si on préfère rester dans ce système-là, tant mieux. Enfin, on peut choisir. Hein. Enfin, ce système-là, pour moi, il va dans le mur. Donc, mais par exemple, un retraité. Que se passe-t-il pour un retraité dans ce système? Il reste citoyen. Il est retraité parce que la loi lui permet de ne pas travailler à partir d'un certain temps, enfin après avoir passé tant d'années à travailler. Bon, s'il profite de ce droit, il est retraité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours citoyen. Donc il n'a pas cotisé, puisqu'il n'a pas d'argent. Et en tant que citoyen, il a toujours accès au marché. Et il a le même droit que quand il était actif. C'est le même droit. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Je parle même pas des veuves, etc. En plus, c'est une société où, alors, j'ai envie de dire, le superflu disparaîtrait, alors, hein, tu crois pas? Parce que finalement, tous les produits de luxe, tout ce qui est un peu superflu, superficiel, ça n'a pas trop d'intérêt dans une société comme celle-là. Pourquoi? Puisque je sais pas, sinon, ils vont être en rupture de stock, alors. Tout le monde va aller acheter, je sais pas, mon parfum, j'irai l'acheter chez Lagerfeld plutôt que chez à Monoprix, puisque de toute façon, il n'y a plus d'acheter. Donc j'irai avec ma carte de citoyen. Non, ce sera la même chose pour tout. Ce sera la même chose pour tout. Mais on ne produira plus pour fournir Franprix. On ne produira plus pour fournir Fauchon. On ne fera plus des voitures de merde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout sera bien, oui, c'est ça. Produit de la merde, les gens peuvent les acheter. Mais si demain les gens peuvent acheter mieux, ils vont acheter mieux. Mais c'est quoi le problème que les gens achètent mieux? C'est quoi le problème que demain les gens achètent de la bouffe bio plutôt que la bouffe produite par Monsanto? Moi, je vois pas là un problème, en fait. D'ailleurs, en parlant de Monsanto, qu'est-ce qui fait que la puissance de Monsanto? Mais c'est un système. Alors aussi, quand j'y pense comme ça à la volée, je me dis c'est un système qui est fait pour favoriser quand même la petite production plutôt que la grosse production dans l'absolu. Parce que la grosse production, tu me dis les entreprises vont être reprises par les citoyens, mais les grandes entreprises, il y a peu de chance, non? Pourquoi? Non, qu'elles soient reprises par les citoyens intégralement. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais une entreprise est portée. Il faut comprendre une chose. Dans ce système-là, les entreprises ne sont pas nationalisées. Elles ont un but public et elles sont gérées de manière privée. Pourquoi? Parce que
elles ont un devoir à remplir. Donc on ne peut pas exiger quelque chose de la part de quelqu'un si on ne lui laisse pas de responsabilité. D'accord. Donc elles sont gérées de manière privée, mais avec un but public. Après, il y a des gens qui peuvent avoir envie de monter des entreprises. Ah, mais toutes les entreprises qui sont extrêmement dépendantes des importations extérieures, il faut qu'elles possèdent de l'argent alors pour... Non, mais ça ne marchera pas comme ça. Ça passe après, elles peuvent... c'est des institutions en fait, elles commandent via le biais des institutions ou elles commandent directement et puis c'est les institutions qui payent. Après, c'est un système à mettre en œuvre. Mais enfin, il n'y a rien d'insurmontable. À partir du moment où on a compris comment se passer de la monnaie et comment anéantir l'argent, tout le reste c'est des problèmes à deux balles. Mais après c'est des questions qu'on ne peut pas forcément résoudre nous aujourd'hui. Nous il faut simplement comprendre le principe. Après les citoyens en leur temps adopteront les lois qu'ils voudront. Les solutions qui se présenteront à eux. D'ailleurs nous on peut imaginer des problèmes qui peut-être ne se poseront pas et inversement les gens auront des solutions dont on n'imagine même pas qu'elles existent. Tu vois, donc il ne faut pas forcément aller trop loin. On me dit comment ton système il peut gérer la rareté. Puis on me dit par exemple le gars qui veut la table de Picasso chez lui, mais comment la rareté elle est gérée quand le système n'est pas en mesure de fournir exactement à tout le monde la même chose. Je ne sais pas, là, il parle de quoi là? Non, il a donné un exemple un peu troll, il a dit oui, je veux la table, imaginons que je veux une toile de Picasso chez moi. Ouais, voilà. Ça, je reprends ça. Ouais. Mais, déjà, elle appartient à quelqu'un, donc ce sera à lui de voir ce qu'il en fait. Hein. Mais bon, face aux difficultés qui se présentent devant nous à l'avenir, la table de Picasso, on s'en fout un peu quand même. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, beaucoup de gens posent ce genre de questions. Et comment on fera pour jouer au loto? Bon, franchement, on s'en fout. Alors, on me demande, oui, effectivement, ta société combinée aux théories d'Étienne Chouard, c'est le paradis. Qu'est-ce que tu penses d'Étienne Chouard, d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin même moi, hein, j'ai l'impression que ça se complète un peu. En fait, ce que dit Étienne Chouard est déjà dans mon bouquin. D'accord. Alors moi j'ai écrit Étienne Chouard, d'ailleurs, à ce jour, je crois qu'il n'a pas sorti de bouquin encore. Non. Et en fait, dès que j'ai imaginé, enfin j'ai mis le doigt sur le principe, j'ai conçu justement un système politique qui ressemble beaucoup à qui recourt, enfin dans lequel on trouve le principe du tirage au sort. D'accord. Ce qui est quand même le cœur en fait, du système d'Étienne Chouard. Du discours d'Étienne Chouard. Alors je peux parler un petit peu des institutions politiques qui ne sont qu'une conséquence en fait. Je ne dis pas que c'est ce qui se fera. Je dis que si on adopte le système d'échange qui repose sur la carte civique que je propose, normalement on devrait avoir un système politique qui ressemble à ce que je vais décrire. Alors déjà, par rapport à Étienne Chouard, lui il propose que les citoyens soient tirés au sort et rédigent eux-mêmes la Constitution. En fait, il veut que le système soit plus démocratique, etc. Moi, ce que je lui réponds à Étienne Chouard, c'est que le système n'est pas démocratique parce qu'il est monétaire. Dans un système monétaire, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a forcément des riches et des pauvres. Des riches qui ont par définition le pouvoir économique et qui indirectement ou directement ont le pouvoir politique. Et donc la Constitution telle qu'on l'a aujourd'hui découle de ce système-là. Ce n'est pas la cause de la Constitution, c'est le système qui est la cause. Bon. Alors qu'inversement, avec le système que je propose, justement, il n'y a plus de riches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de pouvoir, mais c'est plus un pouvoir qui repose sur l'argent. Et c'est la raison inverse pour laquelle, en fait, aujourd'hui, on est en oligarchie. C'est-à-dire que, comme les citoyens, on est en oligarchie parce que tous les citoyens n'ont pas le même pouvoir politique. Si demain tout le monde a le même pouvoir politique, par la force des choses, on a forcément une démocratie. Alors, ça veut dire quoi une démocratie? Une démocratie, c'est un système dans lequel les lois sont ou faites ou au moins ratifiées par le peuple. Ça, c'est le principe. Sinon, ce sont des dictates. Les lois ne sont que des dictates. Et d'ailleurs, on est dans un système, on a vu dernièrement ce qui s'est passé par exemple avec la loi sur le mariage homosexuel, ça a été imposé de force. Et on nous dit, ah mais c'est la démocratie qui a parlé. Non, c'est Taubira qui a parlé, c'est pas la démocratie. Bon. Une démocratie, donc, c'est un système dans lequel, et d'ailleurs c'est une idée qu'on retrouve déjà à l'époque de la Révolution, dans la Constitution de 93. Eux, ils avaient déjà dit ça, hein, que la loi, et Rousseau l'avait dit,
une loi n'est loi que si elle est validée par le peuple. Sinon, ce n'est qu'un projet. Et donc dans mon système, on a évidemment, ça pourrait ne pas être le cas, mais il y a un président de la République, il y a une assemblée de députés, comme aujourd'hui, élus, et face à cette assemblée, il y a une assemblée, en théorie, donc les lois faites par l'Assemblée nationale devraient être toutes soumises à référendum. Donc on se doute bien qu'on ne peut pas faire des référendums toutes les 5 minutes. Et donc, la seule institution qui peut représenter le plus fidèlement le peuple, c'est une assemblée de citoyens, de citoyens nationaux. Alors, ça c'est encore un autre sujet. Dans mon système, il y a des citoyens et des citoyens nationaux. Ah. Alors, on en parlera après. Donc, des citoyens tirés au sort. Et soit la loi est soumise directement au peuple, parce que c'est une grande loi, comme par exemple le mariage qui remet en cause la base même de la société, mais ça ne fait pas partie de la Constitution. Bon. Ou des lois plus secondaires qui peuvent être directement validées par cette Assemblée. Et je propose, moi, que les lois soient validées si j'appelle ça le tribunal de l'opinion publique, si le tribunal de l'opinion publique les valide aux 2 tiers. Si 2 tiers de ses membres votent pour cette loi, sinon on les retoquée. Donc, cette Assemblée n'est pas le peuple, mais on peut quand même admettre que si 66% des gens dans cette Assemblée sont pour, on atteindrait au moins la majorité au niveau du peuple en général. Donc, cette idée-là était déjà dans mon bouquin. Enfin, les idées dont parle Étienne Chouard sont déjà dans mon bouquin. Le problème, c'est que Étienne Chouard lui parle de faire une constitution, mais il ne nous dit pas pourquoi faire. Non, il dit que c'est aux gens de la faire. Non. Dans quel but? Parce que moi je dis, on commence par renverser l'argent, instaurer l'égalité. Lui, est-ce que ça fait partie du but? Parce que si elle arrivait, c'est pour cautionner le système actuel. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à faire une constitution tirée au sort, etc. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu semblable en Islande, je crois. Une constitution je crois que c'est en Islande, non? Oui, en Islande, qui a été tirée au sort et elle a été retoquée par le Parlement. Oui. Ben oui, tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir. Tant que les révolutionnaires n'ont pas le pouvoir, ils laissent le pouvoir aux autres. Donc en fait, on ne peut arriver à ce système-là que si d'abord on fait la révolution. Parce que je pense qu'effectivement, ce que je dis, c'est-à-dire renverser l'argent, c'est une révolution, quoi. Ah oui, c'est moi qu'on puisse dire. J'avais jamais entendu aussi révolutionnaire, si tu veux. Et de la façon dont je le propose. Ouais. Parce que des gens, c'est une idée qui est quand même déjà dans l'air du temps, de s'attaquer à l'argent, à la monnaie. Oui, c'est vrai. Mais de la façon dont je le fais, je ne l'ai pas lu nul. Je n'ai rien trouvé de semblable. J'ai l'impression que tu vas encore plus loin que toutes les logiques pour le moment, justement, qui étaient, on avait vu la logique d'Étienne Chouard, qui était la logique, on va dire, qui prônait le renversement total du système politique. Et toi, tu dis, mais non, il faut aller encore plus loin, c'est l'argent qu'il faut renverser, et que le système politique va naître de ce renversement d'argent. En fait, on est dans on croit que la démocratie va apporter l'égalité. C'est ça l'idée de faire des élections, etc. On croit que la démocratie va apporter l'égalité. En fait, c'est le contraire. C'est l'égalité qui va apporter la démocratie. Parce que si on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas en démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie. Donc la démocratie ne peut pas apporter l'égalité. Parce que déjà, c'est une vue de l'esprit, la démocratie. Oui, parce que... Et d'ailleurs, quand on est dans l'inégalité, on ne sait même pas ce qu'est l'égalité. Les gens ne savent... Tout à l'heure, on parlait de Robespierre. Robespierre avait une conception dénaturée, et pourtant c'était vraiment le champion de l'égalité. Même lui avait une conception dénaturée de l'égalité. Donc on ne peut pas se battre pour quelque chose que l'on ne conçoit pas. Alors, beaucoup de réactions, évidemment. On me dit, voilà... Alors, justement, il y a quelqu'un qui parle justement du projet Vénus. Oui, le projet Vénus, voilà. Alors, il y a le projet Vénus, c'est un équivalent, dans le même genre, il y a le projet Zeitgeist. Oui, Zeitgeist. Il y en a d'autres qui parlent de système anti-monétiste, il y en a d'autres qui parlent de désargence. Tout ça, c'est des systèmes qui se ressemblent. La décroissance aussi, j'entends beaucoup parler. C'est encore différent. Okay. En fait, c'est des gens qui, effectivement, ont compris, ont senti que l'argent, alors l'argent, cette fois-ci avec une apostrophe, est au cœur du problème.
Et leur solution, c'est de supprimer la monnaie, quoi. Et puis, après, tout ira pour le mieux. Voilà, par l'opération du Saint-Esprit, tout est résolu. Je suis pas sûr que... Alors, d'une part, il y a ça. En plus, c'est souvent des gens qui sont universalistes. Tu vois, anarcho-gauchistes, tu vois, et ça se fait au niveau de la planète. Ouais. Et le monde des bisounours, quoi. Tout va marcher parce que les gens ont une conscience, etc. Mais alors déjà, souvent, ils n'ont déjà pas analysé ce qu'était réellement l'argent, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Si, en fait, si on ne remplace pas la monnaie par quelque chose qui anéantit l'argent, on reviendra à la monnaie. Parce qu'on n'a pas, en fait, anéanti le cœur de la logique. La logique, c'est donc la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Si on n'a pas identifié ça, et qu'on ne met pas en place un mode d'échange qui supprime cette logique-là, en fait, on reviendra à ça, quoi. Et d'une part, il y a ça. D'autre part, après, il y a le fait que ce sont des gens qui sont universalistes, ils ne conçoivent pas la nation, ils partent directement dans des échelles qui ne tiennent pas la route. En fait, ce sont des mondialistes. C'est le pendant des mondialistes. Donc des mondialistes, c'est des capitalistes. Hein. Ouais. Donc ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de bonnes idées par-ci par-là. Mais dans le projet global, ça, moi, ne tient pas la route, quoi. Parce que, alors justement, est-ce que dans ton système, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les riches, en fait, clairement. C'est un système. Franchement, parce que moi, si j'avais 150 millions d'euros, de côté, je me dirais, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, mais ça, c'est en théorie. Déjà, tu ne peux pas les dépenser, pour commencer. Ouais. Et puis, on est aujourd'hui. Moi, je n'ai pas dit que la révolution, c'était demain. Le système, à mon sens, le système va s'effondrer tout seul, quoi. D'ici. Moi, j'ai toujours prévu, depuis que j'ai commencé à écrire, je dis autour de 2030. Donc, on a 20 ans, quoi. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, les riches se diront, il faut peut-être passer à autre chose avant qu'on nous zigouille, ou j'en sais rien, moi, tu vois. De toute manière, il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à conserver le système. Ouais. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de révolution. C'est clair. Donc, c'est vrai. est-ce que les 99% de la population vont se soucier du 1% qui a intérêt à conserver le système? En tout cas, est-ce qu'ils vont s'en soucier longtemps? Voilà. Est-ce que c'est la préoccupation de quelqu'un qui fait partie des 97%? Est-ce que c'est son rôle de s'inquiéter de l'intérêt du 1%? Une question, par exemple, aussi avant la pause, là, justement, sur la propriété privée. Ouais. On conserve tout en l'état, comment ça se passe? Eh bien, c'est un système dans lequel vous pouvez accéder au marché. Par définition, vous en retirez des biens, qui sont donc votre propriété privée. Mais c'est comme aujourd'hui, en fait. Oui, mais la propriété privée, par exemple, pour une maison. Moi, par exemple, j'ai ma maison, je veux la vendre. Comment je fais? Je peux plus la vendre, il n'y a plus d'argent. Alors comment je fais? C'est une forme d'illusion, en fait, aujourd'hui. Si demain, le TG veut passer sur ta maison, elle n'est plus à toi, ta maison. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, il y a l'argent qui fait qu'il y a une espèce d'illusion, tu crois que tu es propriétaire. En réalité, le sol appartient à la nation. Mais alors, qu'est-ce que je fais, moi, propriétaire, avec ma maison que je veux vendre? Comment ça se passe? Il y a différentes façons de faire. Ça, c'est pareil, c'est encore des institutions. T'inquiète pas, il y a quelqu'un qui la prendra à ta maison. Bah oui, ça me fait peur, mais moi, je vais me retrouver. Si toi, tu veux la céder. Oui. Mais après, moi, c'est un système qui aura des règles. Donc, après, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de toutes ces règles, ce sera fastidieux. Mais t'inquiète pas, ce sera faisable. Ce sera faisable, parce que non, mais c'est une question importante, parce que la propriété privée, ça a été au centre de toutes les révolutions, quoi. Après, mais de toute manière, on ne sera pas propriétaire au sens propre. Tu seras propriétaire, par exemple, aux yeux de tes concitoyens, mais jamais aux yeux de la cité. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, en vérité. Tu vois? Aujourd'hui, comme je te disais, si demain on veut t'exproprier pour faire une maison, faire une route, un train, une route, on t'exproprie. Alors on t'indemnise, parce qu'on est dans un système monétaire. Mais bon, si dans le système où il n'y a pas d'argent, ça n'a pas de sens de t'indemniser, on peut éventuellement te proposer autre chose, mais même par tes propres moyens, tu pourras te reloger, etc. Tu vois, ça n'a plus de sens. Je prends un exemple. Demain, tu as un accident de voiture. Ouais. Aujourd'hui, il y a des assurances. Si tu n'es pas mort, dans mon système, parce que dans un accident, tu peux mourir, mais si tu n'es pas mort, tu n'as besoin de personne. Ou tu récupères une voiture, ou tu achètes un garagiste, tu te fais réparer, ça ne te coûte rien.
C'est sûr qu'il y a moins de galère, pour le coup. Ouais, Mais alors, moi, en ce moment, j'ai une fuite chez moi. Bon, ça m'emmerde un peu d'appeler un plombier qui va me prendre je ne sais combien. Bah, demain, j'ai pas de problème d'argent, j'appelle le plombier dans les 5 minutes qui suivent. Ouais. Mais tout le monde appellera les plombiers, il n'y aura plus assez de plombiers aussi. Après. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Parce qu'on aura tous... Mais déjà, il y a 5 millions de chômeurs, voire plus. Ouais. Mais il faut s'imaginer que tout le monde bosse là. Et non seulement tout le monde bosse, mais tous les gens qui aujourd'hui bossent dans la finance, à brasser du vent, ils font autre chose. Oui. Et quelque chose d'utile. Ouais, parce que vous faites content, c'est eux dont je te parlais, les gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui font pas grand chose. Non, moi je parlais pas des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, moi je parlais des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans les assurances, des gens qui travaillent dans les banques, etc. Bah, il y aura des gens, des cols blancs, mais il y en aura beaucoup moins en tout cas dans ce domaine-là. Il n'y en aura plus dans ce domaine-là. Donc ce qui va être le plus dur, c'est d'établir quelle est la valeur travail des gens. Quoi. C'est ce que je veux dire, la valeur travail. Bah, comment tu vas reconnaître comment on va accéder à ce droit de citoyenneté? C'est ça, moi, que je... Alors en plus, tu sais quoi, on fait la pause, on en reparle juste après, t'expliqueras la nuance avec les nationaux, les citoyens nationaux, les citoyens... Bon, c'est très important. On revient, si la régie est prête, bien sûr, mais la régie, elle est toujours prête. Voilà, donc on fait la pause, on revient juste après, à vous la régie. Un petit cigare. Voilà, donc de retour après cette petite intermède. Et donc il y a plusieurs questions sur le chat. Alors il y a une question qu'on s'est dit qu'on allait y répondre parce que... D'abord, effectivement, il y a plus que plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a plein. Donc évidemment, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, mais au moins les 3/4 des questions qui sont posées, j'y réponds dans mes bouquins. Donc déjà dans le réquisitoire, j'y réponds au moins sous forme de principe, et dans le civisme, j'y réponds en pratique. Donc, énormément de questions pratiques. Alors justement, il y a une question, on nous dit, mais pourquoi cette date de 2030? Pourquoi tu avances, tu dis à peu près vers 2030? En fait, j'ai fait un schéma. Je pars d'un postulat. Je pars du principe, de l'idée que l'évolution technologique amène par contre-coup une évolution politique, donc une évolution au niveau des droits. Et j'ai fait un schéma qui part donc de 1800, 1700 jusqu'à 2100. Et on voit que l'évolution technologique qu'il a est irréfutable, fait une forme d'exponentielle, et que l'évolution des droits, c'est pareil, ça part de plus bas, mais suit la même courbe, la même courbe. Mais évidemment, on n'a pas le côté exponentiel. On n'est pas encore arrivé au côté exponentiel. Et 2030, en fait, ce serait la tangente de la courbe des droits. De la même manière que la tangente de la courbe de l'évolution technique, c'est 1950. Là, c'est un truc fait à main levée, hein, c'est au ressenti. Hein. De la même manière, la tangente pour la courbe des droits tombe, de quelque manière que je la fasse, tombe autour de 2030. Alors je ne dis pas que c'est en 2030 que ça va se faire. C'est plus 5, moins 5, plus 10, moins 10, j'en sais rien. Quoi. Mais c'est dans ces eaux-là. C'est pas en 2100. Quoi. C'est déjà. En fait, on voit bien que le différentiel est déjà énorme. Autant c'est des courbes qui sont quasiment parallèles depuis toujours, autant là, depuis les années 50, à partir du moment où la courbe du progrès technique, alors, progrès technique appliqué, hein, c'est les inventions dans le concret des gens, dans la vie courante, pour qu'elles aient un effet, effectivement, sur la vie politique. Mais depuis les années 50, l'écart ne fait que se creuser. Et ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Et donc tôt ou tard, en fait, elle ne fait que se creuser, mais les courbes pourtant sont parallèles. Ce qui veut dire que tôt ou tard, la courbe des droits va rattraper la courbe de l'évolution technologique, et va créer il va y avoir une tangente, et qui tombe dans les années 30. Donc c'est pas une prédiction à la Nostradamus, hein, j'ai fait un schéma et voilà, j'en arrive là. Et cette date 2030, je me suis aperçu après coup qu'elle revient souvent en fait, chez les économistes, notamment évidemment chez les économistes, qui en fait au-delà ne comprennent pas ne voient pas ce qui peut y arriver, ce qui peut arriver quoi. J'ai vu aussi un schéma du je sais plus quoi, le club de Rome ou je sais pas quoi. Ouais, club de Rome. Et il y a un schéma comme ça. Alors eux ils ont fait le même genre de schéma avec différentes courbes d'évolution.
Et leur idée, c'est pareil, il va y avoir une cassure en 2030. Ouais. C'est, quelqu'un posait une question intéressante. D'ailleurs, j'ai fait dernièrement une vidéo sur la décroissance, et ça rejoint en fait ça. Quelqu'un disait, pour faire la révolution dont je parle, Il faudrait. il faut qu'elle ait lieu avant que le système Avant s'effondre. que l'effondrement total. Je suis d'accord. Il faut se dépêcher. Sinon, la révolution n'aura pas lieu, c'est clair. Alors, est-ce que il y a une logique immanente, un projet pour l'humanité qui amènera à ça? Je l'espère. Est-ce que la force des choses nous amènera à ça? Je l'espère. Sinon, il n'y aura pas de révolution, quoi. Sinon, ça va être retour au point de départ, quoi. En plus, toi, tu penses vraiment que si allez, on part dans l'hypothèse où on arrive, imaginons en France, à imposer un système comme ça sans argent, ça va faire tache d'huile en Europe. Est-ce que je le pense? Ouais. Ah oui, oui. Ah, mais clairement, en fait, technologiquement, en fait, la plupart des pays européens, aujourd'hui, évidemment, on a élargi l'Europe. Oui. Bon, mais les pays d'Europe occidentale sont tous technologiquement capables de passer à ce système. Donc oui, il faut bien comprendre, une révolution, c'est la rencontre de deux choses, c'est des circonstances et une idée. Donc elle n'aura lieu que s'il y a les circonstances. Ça ne veut pas dire un effondrement total, mais au moins un début d'effondrement qui fera que les gens seront obligés se résoudront à passer à autre chose, et cette autre chose sera cette idée-là. De toute façon, sinon, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est où on sort de l'argent pour l'égalité, ou on reste dedans. Quoi. Mais il n'y a pas. C'est ou l'argent ou l'égalité. Il n'y a pas. On ne pourra jamais trouver l'égalité dans un système monétaire. En fait, Non. ça, c'est vraiment mais inversement, si on ne vise pas l'égalité, on reste dans le système monétaire. Tous les gens qui combattent, qui s'opposent à mes idées, en réalité, ne font que défendre le système actuel. Donc on ne peut pas être un révolutionnaire quand on défend le système actuel. Et même des gens qui se disent révolutionnaires, qui en réalité sont les cautions du système actuel, quoi. Alors il y a une question que j'imagine aussi qu'on a dû te poser, mais quand même qui est intéressante. On nous dit, est-ce que c'est pas la compétition qui motive l'innovation en entreprise et le fait que justement il y ait une espèce de compétition mais positive de la recherche? Mais il y aura toujours compétition. Mon système, c'est un système libéral. C'est du libéralisme sans capitalisme. Ouais. Les entreprises sont en concurrence. Bah, elles sont en concurrence, mais comment elles vont... Mais après, il y a des gens, c'est leur boulot de chercher, donc ils sont payés à chercher. Il y a des gens qui sont des génies par nature. L'argent, c'est pas l'argent qui fait réfléchir les hommes. C'est les hommes qui ont ça en eux, qui réfléchissent. La plupart des gens qui ont trouvé les plus grandes découvertes, ben souvent l'ont fait en étant eux-mêmes dans la pauvreté. C'est parce que c'est leur truc de chercher. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein d'inventeurs. Il y a des inventeurs inconnus qui n'ont pas forcément inventé les meilleures choses. Mais si demain, tous ces gens-là avaient la possibilité de développer leurs inventions, mais le monde avancerait encore beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. J'en suis sûr de ça, quoi. On me dit en plus que l'effondrement et le chaos généralisé, est-ce que ce ne sera pas un déclencheur justement pour une prise de conscience générale? Alors, je pense, ça dépend après ce qu'on entend par chaos. Est-ce que c'est l'effondrement du système monétaire? Et donc à court terme, moi je pense que le système que je conçois, même si l'idéal serait de préparer le terrain, donc un gouvernement élu ou autre arrive au pouvoir, prépare le terrain, parce que ça va quand même être... il faut préparer le terrain, quand je dis le terrain, c'est au niveau économique. Donc déjà mettre en place les cartes, fournir aux gens les cartes, adapter le système, préparer les entreprises à une forte demande, donc les encourager à commencer à augmenter leur production, etc. Bon, c'est ça la préparation. Mais sur cette préparation-là, donc confronté à un effondrement monétaire, est-ce qu'on peut faire ça à l'arrache? Je pense que oui. Avec le postulat de ce système-là, on pourrait faire redémarrer la machine assez rapidement. Parce que l'effondrement monétaire, c'est virtuel. Quand l'effondrement est monétaire, rien ne s'effondre. Tout est encore là. Le problème, c'est qu'avec le temps, oui, les choses se détériorent. Si l'effondrement monétaire, enfin si on n'a pas de solution en ce moment-là, là pour le coup, ça devient le chaos, tout part en décrépitude.
Mais si on arrive à intervenir tout de suite, on peut éventuellement relancer la machine et faire notamment la révolution que je prône. Et sinon c'est foutu. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'au moment où ça arrive, où ça arrivera, parce qu'à mon sens ça va arriver, d'ailleurs je vais parler de ça. Au moment où ça va arriver, il faut que les idées soient déjà dans l'air du temps. Même si les gens n'y ont pas encore adhéré, il faut que ce soit dans l'air du temps. Bon. Et donc, l'effondrement économique. Moi, je pense que le système est aujourd'hui confronté à une contradiction fondamentale. Alors, on va dire que c'est un truc marxiste, etc. C'est pas du tout pour les mêmes raisons, en fait. Je dis une chose. La monnaie repose sur la notion de valeur marchande. Oui. Cette notion de valeur marchande vient du troc. Le troc se pratique dans un contexte de production artisanale. Donc je dis que ce moyen d'échange, en fait, est lié, est adapté à un mode de production artisanale. Et on a conservé ce moyen d'échange, mais le mode de production, lui, a évolué. Parce qu'on est passé en mode industriel, on n'est plus du tout dans l'artisanat. Et en fait, la contradiction fondamentale vient de là. C'est-à-dire qu'on a un moyen d'échange qui, globalement, génère un pouvoir d'achat faible, de par le jeu des valeurs, etc. Donc, quand la production est faible, c'est relativement adapté. Mais quand la production est forte, et que la demande reste globalement faible à cause des mécanismes de la monnaie, du coup, on se retrouve avec plus de production que de clients. Et elle est là, en fait, la contradiction. C'est qu'en fait, depuis que l'industrialisation a commencé, on a cherché des astuces pour pallier cette contradiction. Et là, aujourd'hui, on arrive au bout du bout. Alors, c'est quoi Je te pose la question, là. Un système clos produit plus qu'il ne peut absorber par lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il peut imaginer comme solution? Tout ce qui s'est produit depuis un siècle. La première chose, c'est trouver des marchés à l'extérieur. Ouais. Ça a été également... La colonisation, etc. Augmenter les salaires. Mais en fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond, puisque par le jeu de la monnaie, ça va se réduire. Mais évidemment, le truc le plus important, c'est le crédit. Le crédit à la consommation. Pourquoi est-ce qu'on fait du crédit à la consommation? Parce qu'en fait, à l'instant T, il n'y a pas assez de clients. Mais le crédit à la consommation, qu'est-ce que ça amène? Ça amène la création monétaire, etc., etc. Et ça amène également la séparation entre ça amène à dissocier la monnaie d'une base réelle, qui a été l'étalon or. Pourquoi est-ce qu'on ne base plus la monnaie sur l'or? Mais justement pour faire de la création monétaire artificielle. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il n'y a pas assez de clients. Donc l'idée des fois de revenir à l'étalon or n'a pas de sens. D'ailleurs, même si on revenait à l'étalon or, on n'utiliserait pas l'or en tant que monnaie. On l'utiliserait aussi en tant que réserve. Ouais, bien sûr. Donc ça ne résoudrait pas le problème. Le problème, c'est que en fait, le système, tel qu'il est, il ne peut pas fonctionner. Alors qu'inversement, dans mon système, la question ne se pose même plus. On produit plus, les gens peuvent consommer tout ce qui est produit. Ouais, oui. Mais le système actuel, lui, ne peut pas résoudre le problème. D'autant plus que, à mesure que Alors, au début, il y a quelques pays industrialisés. Donc, ils exportent. Mais quand tous les pays du monde sont industrialisés, ça n'a plus de sens. Oui, en fait, quand la terre entière est industrialisée, il faudrait une deuxième terre pour exporter. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, on est globalement dans une impasse. Et à un moment donné, il faudra quand même trouver une solution. Et il faudra quand même comprendre que le problème d'une crise financière, il vient forcément de l'argent. Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui nous parlent. Ouais. D'un côté, c'est les banques, de l'autre côté, c'est la création monétaire, de l'autre côté, c'est la spéculation. Mais vous ne remarquez pas que ça tourne quand même autour d'un dénominateur commun. C'est l'argent. Et à un moment donné, il faudra quand même regarder les choses en face.
Parce qu'on nous dit aussi est-ce que les gens ils auront encore envie de faire des travaux pénibles comme occuper des métiers de caissière, tous les petits boulots de femmes de ménage, etc. Bah, ça se trouve, il n'y a peut-être plus de caissière. Hein. Oui, parce que là, D'abord, si demain vous touchez 10 000 euros à faire caissière, vous trouvez que c'est pénible? ouais, en valeur. Bon, hein. je prends un exemple que l'on puisse comprendre, mais ça relativise. Hein. Ouais. C'est, Ouais, il y en a peut-être. en plus, encore une fois, c'est un système qui permettra d'apporter le meilleur à ses employés. Aujourd'hui, on va pinailler sur les crayons, sur la machine à café. Dans ce système-là, les employés veulent une machine à café, ils ont une machine à café, dernier cri. C'est ce genre de question qui ne se pose même pas. Quoi. Et tout ce qui sera possible de faire pour améliorer le cadre de travail sera fait. Voilà. Effectivement, ça se trouve, il n'y aura peut-être même plus effectivement de caisse. Donc, tu vois, mais il ne faut pas se poser ce genre de questions. Il y a un moment où on se bat pour les principes, et le principe c'est que les citoyens doivent être égaux en devoir et en droit, où on défend l'argent. À mon avis, il faut choisir son camp. On ne peut pas passer son temps à se plaindre du système actuel et en fait le cautionner de mille manières. Ouais. On me demande justement, est-ce qu'il n'y aura pas un vide laissé et que le pouvoir du contrôle de la monnaie ne va pas se déplacer par un contrôle du pouvoir des institutions d'échange, de ces institutions qui contrôlent les échanges. Finalement, il ne va pas se transformer ce pouvoir, quoi, en fait. C'est-à-dire, non, pas de risque. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non. Non, mais ça n'a pas de sens. Encore une fois, il faut rappeler que c'est un système par définition démocratique. Donc, en admettant même que certains puissent avoir des tentations, ce sera un système démocratique. Les citoyens pourront intervenir. C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas un système oligarchique où c'est toute la différence. Quoi. Et immédiatement, on me dit, oui, est-ce qu'il n'y aura pas un problème fondamental sur le nombre d'humains sur Terre? Est-ce que la démographie va pas avoir son rôle à jouer dans moi, ce genre de questions, je réponds tout simplement. Et aujourd'hui, si on fait rien, parce que le problème ne se posera pas. Donc, qu'est-ce que ça change? Ça se trouve, demain, il y a une guerre civile. Moi, je dis que le système, c'est autour de 2030. Disons en tout cas avant 2050. Bon. Dans quelles conditions serons-nous? Moi, je ne fais pas de prédiction. Je ne cherche pas à résoudre non plus les problèmes qui seront ceux des citoyens. Comment on résout ci, comment on résout ça, mais c'est pas à moi de le faire aujourd'hui. Moi, je pose des principes, ou on les accepte ou on les rejette, mais c'est tout, quoi. Alors, dans le bouquin, j'essaie quand même d'apporter des solutions, d'imaginer des solutions concrètes, mais ce ne sont que des spéculations. Peut-être que les citoyens, en leur temps, trouveront d'autres solutions. Mais l'idée, c'est, est-ce que l'égalité a les mêmes conséquences que l'inégalité? C'est ça la question. Je pense que non. Ouais, voilà. Alors il y a un peu les avocats du diable qui me disent, j'ai vu il y avait des réprobations, on me disait que l'argent n'était pas forcément le problème. Bon, il y en a qui pensent ça. Et j'ai vu aussi, comment dire, voilà, il y en a qui me disaient, oui, on va passer de tapineuse à escort girl. Bah, c'est un travail comme un autre. Hein. C'est-à-dire, en gros, il dit on change un peu le truc, mais on garde le même paradigme, parce que les gens veulent, carrément, il y en a plein, ils veulent éliminer le travail. Ils disent, là, en fait, on garde quand même le paradigme du travail en échange. En fait, toi, c'est très important, les droits et les devoirs. C'est la base. C'est-à-dire, c'est parce qu'on le problème, c'est que, est-ce que le mec qui dit ça, il veut se chauffer au bois et s'éclairer à la bougie? Et encore, il faudra qu'il le fasse lui-même. Je crois pas, hein. Donc après il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais de toute manière, ça n'a pas de sens. L'évolution tend vers ça. D'ailleurs, je parle d'évolution. La monnaie, c'est quelque chose qui a évolué. C'est parti d'objets concrets, voire des biens, des animaux, et petit à petit, avec le temps, ça a évolué vers quelque chose de plus en plus virtuel. C'est passé au billet, maintenant c'est passé à la monnaie virtuelle, qui, elle, est manipulée par des cartes. En fait, à mon sens, on est en train d'assister à une transition entre deux moyens d'échange. D'une part, la monnaie,
et à l'apparition d'un autre moyen d'échange qui serait les cartes. Vous prenez la carte de crédit, vous supprimez la monnaie, qu'est-ce qui reste? Il reste la carte. Ouais. Et si la monnaie a évolué jusqu'à être virtuelle, ça veut dire qu'elle évolue. Alors si elle évolue, elle va continuer à évoluer. Mais l'évolution de quelque chose qui est virtuel, c'est quoi? L'étape suivante. Bah, je sais pas. C'est la disparition. Disparaître, c'est ce que j'allais dire, c'est disparaître. Ouais, donc voilà. Moi je pense que l'histoire va pas s'arrêter, que ça va continuer. C'est pareil que les gens qui. Quelqu'un disait tout à l'heure, ah mais c'est un système qui va permettre l'oppression. Ben, d'accord, mais le système monétaire fondé sur toute l'informatique, il ne va pas être oppressif celui-là. Aujourd'hui, on interdit même aux paysans de replanter leurs graines, quoi. On va loin quand même. C'est vrai. Et c'est cautionné par Bruxelles. Ouais. Démocratie de démocratie. Ouais. Donc là, on y va. Le monde apocalyptique que les gens imaginent, on y va. Hein. Mais c'est pas mon système qui fait qu'on y va. C'est le système dans lequel on est aujourd'hui. C'est important de le préciser. Voilà, il y a évidemment, voilà. Est-ce que, comment dire, on me dit, qu'est-ce que ça n'a pas déclenché une guerre, ouais. Qu'entendez-vous par égalité? Voilà, on nous demande aussi. Alors, qu'est-ce que l'égalité? Déjà, il n'y a d'égalité qu'en droit, enfin qu'en devoir et en droit. Et il n'y a de devoir et de droit que dans l'égalité. Pour une raison simple. Il n'y a de devoir que s'il y a réciprocité en devoir. C'est-à-dire que j'ai des devoirs envers toi, que si tu as des devoirs envers moi. Or, c'est les devoirs que j'ai envers toi qui génèrent tes droits. Enfin, le devoir que j'ai envers toi génère un droit qui est la conséquence de ce devoir. Et comme tu remplis le même envers moi, j'ai le même droit. D'où égalité en devoir et en droit. Sortie de l'égalité, il n'y a ni devoir ni droit. Quoi. Donc, mais par contre, l'égalité ne concerne que les devoirs et le fruit de ces devoirs. Ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que si le seul devoir qu'on a entre nous, c'est de se défendre, ben, le seul droit qu'on génère mutuellement pour nous, c'est la sécurité. C'est tout. C'est pas manger, c'est pas dormir, c'est pas. C'est ça. C'est ça l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Et que faites-vous de la défense de la nature? Alors, vous direz, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la défense de la nature? Ben, réfléchissez 2 minutes. Pourquoi est-ce qu'on détruit la nature? Si ce n'est pour le profit. Dans un système dans lequel il n'y a pas d'argent, on peut déjà. On raisonne forcément différemment. Déjà, on peut éviter de. Une entreprise peut avoir des normes plus strictes de non-pollution, etc. Ça ne lui coûte pas plus d'argent. Donc elle peut mettre en œuvre ces normes-là, etc., etc. Voilà, on me dit, c'est vrai, comment dire, est-ce que, voilà, on me dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait que l'uniformité des biens ne peut être répartie sur un standard commun? C'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à capter parce que, voilà, il reprend l'exemple de la caissière à 10 000 euros. Et, ouais. Oui, parce qu'il n'y a plus de valeur. En fait, faut bien c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il n'y a plus du tout de monnaie. Il n'y a plus de notion de valeur de la monnaie. Non. Ça a disparu. J'ai pas compris la question. En fait. Parce qu'il me dit, si la caissière est payée 10 000 euros par mois, combien vaut la machine à café dernier cri? Non, mais c'était un exemple pour que les gens comprennent le pouvoir d'achat qu'auront les gens dans un système non monétaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront 10 000 euros, il n'y a pas de monnaie. Ouais, voilà. C'est pour dire qu'ils auront un pouvoir d'achat important. Ah oui, c'est vrai que, tu vois, il y en a qui a la même question que moi, il me dit, est-ce que c'est pas les riches qui font le plus mal à réagir finalement à tes analyses? Parce que on dit immédiatement, oui, les riches, les élites, eux, ils sont les plus menacés, clairement. J'ai envie de dire, quelque part, ce que tu dis, tous les ouvriers ne peuvent être que d'accord. C'est ceux qui possèdent le plus. Ceux qui sont menacés, c'est tous ceux qui profitent réellement du système. Tous ceux qui profitent du système. C'est pour ça que ce que je dis est révolutionnaire. Oui, parce que voilà, encore la caissière, j'ai envie de te dire, elle cite tout de suite, mais celui qui a 5 appartements à Versailles, il n'est pas tout à fait d'accord. C'est en cela qu'on voit que par exemple, un Besancenot, qui quand il est sur les plateaux de télévision, siège aux côtés de Parisot, oh bah il se la ferme, hein, il ne peut pas être un révolutionnaire. Quoi. Parce qu'il lui dit ça, voilà, Parisot. Je crois qu'elle va donner elle va te balancer à la DCAI. Enfin, tu vois, c'est très révolutionnaire quand même. Et surtout pour les grands possédants, je trouve vraiment les grands possédants, là, ils seraient terriblement. Cela dit, les grands possédants, ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils en font de leur argent? Ils peuvent même pas le dépenser. Non, ils peuvent pas le dépenser. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est d'une indécence.
Mais bon, on s'en fout. Hein, Oui, mais ils ont le pouvoir. Mais en période de révolution, l'argent ne compte plus.